quand même passer par Frédéric Moll, qui est donc à l'université de Saint-Étienne, également aux archives de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, et donc membre de l'ATRE, et qui va donc nous parler de la coéducation au pacifisme, une vision sexuée de l'éducation morale, cette fois donc dans les premières années du XXe siècle. Merci à Rebecca et aux trois associations de m'avoir invité. Alors, mon propos part d'un constat qui est le suivant, c'est que dans les premières décennies du XXe siècle, enfin dès le XIXe et surtout au début du XXe, certaines questions relatives à l'éducation morale comportent une dimension liée à la différence des sexes, c'est-à-dire aux différences reconnues ou supposées entre garçons et filles. Et parmi ces deux questions, deux me paraissent particulièrement importantes. La première, c'est celle de la coéducation des sexes, qu'on appellera ensuite la mixité, et puis aussi celle de la question de l'éducation pacifiste, qui va se déployer, va se développer surtout après la Première Guerre mondiale, même si le rôle des sexes y est moins immédiatement évident, j'essaierai d'étayer cette hypothèse. Alors, quelle est la dimension morale de ces deux questions? Elle concerne les influences réciproques, bénéfiques ou non, que peuvent avoir dans le cadre éducatif les deux sexes l'un par rapport à l'autre. Et dans les deux cas, on envisage à la fois des caractéristiques propres, des qualités propres à chacun des deux sexes, et on s'interroge. On s'interroge sur les effets de leurs interactions. Alors, deux remarques. Je précise qu'il faut entendre ici le terme de morale dans un sens très large. Je n'en tiens pas à la question du devoir ou de la conduite morale dans ses fondements philosophiques. Je prends le mot moral au sens de l'ensemble des comportements, attitudes, manières d'être et à certaines caractéristiques psychologiques auxquelles on prête une signification morale. Bon, je m'intéresse aux controverses et aux arguments moraux, je vais vite sur cette remarque, c'est-à-dire que je vais me demander comment les différentes positions en présence mobilisent des arguments qui font référence aux caractéristiques des deux sexes. Évidemment, ces caractéristiques sont des stéréotypes à travers lesquels les acteurs de la période regardent garçons et filles et même affirment observer chez les enfants, ils affirment observer ces stéréotypes chez les enfants. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on va voir, je le dis par avance, qu'un certain nombre d'arguments et de stéréotypes sont mobilisés par les ennemis et par les défenseurs de la coéducation, par exemple. Mais évidemment, ils prédisent des effets divergents à ces interactions, entre les stéréotypes des deux sexes. Alors, première question, donc il y a deux moments dans mon exposé. Je vais d'abord évidemment examiner les débats autour de la coéducation des sexes, et puis, si j'ai le temps, j'aborderai la question de la différence des sexes dans l'éducation pacifiste. Il y a deux questions qui sont débattues autour de la coéducation des sexes. La première, c'est le péril d'une précocité sexuelle, un péril d'immoralité. Et puis la deuxième, c'est le risque de confusion de genre, enfin de confusion entre les sexes. Alors, je vais partir des arguments des opposants, parce que, en fait, les défenseurs de la coéducation, très souvent, construisent leur argumentation à partir d'une défense, d'une réaction défensive à l'égard des objections. Il faut partir d'un texte canonique, si je puis dire. C'est le texte des évêques de France dans la lettre pastorale de 1909, dans un moment critique de condamnation d'Emmanuel, la deuxième guerre d'Emmanuel, mais aussi et surtout dans la suite du congrès de Lille des amicales d'instituteurs qui a justement promu et défendu l'idée d'une coéducation des sexes. Bon, pour les évêques, la coéducation est un système d'éducation absolument contraire à toute morale et tout à fait indigne d'un peuple civilisé, pour la raison simple que dans la promiscuité avec les garçons, la jeune fille perdra tout sentiment de pudeur et qui est la seule sauvegarde de sa vertu. La presse donne des versions parfois plus violentes de cette thèse. Il s'agirait de dépraver la jeune fille, de la livrer sans défense à ses instincts. Et on trouve dans l'association des chefs de famille catholiques, qui sont là les chefs naturels, cette affirmation selon laquelle la coéducation livre l'enfant à toutes les suggestions du mal. Excusez-moi pour prendre le son.
Et on voit dans cette revue, hein, qui se développe beaucoup à partir de 1909-1910, mais surtout 1911, 12, 13, 14, etc., dans le contexte d'un procès qui est lié aux résolutions du Congrès de Lille sur la coéducation, on trouve des développements très longs sur la condamnation de la coéducation. Hein. On voit par exemple dans ce rapport l'idée que auprès des garçons d'éducation grossière et aux passions déjà éveillées, la petite fille perdra évidemment toute pudeur native et cette modestie délicate qui la préservait des atteintes du vice. Enfin, c'est pas les garçons qui sont responsables, ils vont déclencher simplement la faute première, évidemment le vice. Alors, ce qui est condamné par les défenseurs de la coéducation, c'est la référence au péché originel qui fonde cette analyse. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la condamnation de la coéducation des sexes est entièrement fondée sur l'hypothèse du péché originel, qui est dénoncée au Congrès de Lille par les rapporteurs. Cette conception étroite du rôle de la femme, suppôt de Satan, démon de luxure, et qui condamne tous ces pédagogues qui sont dans l'obsession de l'aide séductrice et maudite. Alors, les instituteurs vont au contraire expliquer, et c'est ça le nerf de l'argumentation, hein, que ce qui est immoral, c'est le régime séparatiste, c'est le régime de coéducation des sexes, c'est lui qui crée l'immoralité. On le voit très bien dans le rapport de l'Union pédagogique du Rhône, rédigé par l'instituteur syndicaliste révolutionnaire François Bernard, hein, qui, au nom de l'amicale du Rhône, c'est le régime séparatiste qui jette dans le chaos social, à leur trouble de la liberté, des êtres qui s'ignorent, se méprisent, se craignent, et donc qui sont pervertis par la pruderie hypocrite, souillés par des curiosités malsaines, exaspérés par une imagination morbide. Bon, il y a tout un discours très moralisateur, finalement. La coéducation des sexes est là pour restaurer la morale, finalement, qui a été mise en danger par le régime séparatiste. C'est un renversement complet de l'argumentation. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas seulement cette position, c'est... on va voir quelles sont les positions, les différentes interprétations sur les rapproches, les échanges qu'il peut y avoir entre garçons et filles, mais il faut quand même dire pourquoi, pour les catholiques intransigeants, hein, il y aurait eu une telle volonté de détruire la vertu féminine par la coéducation. Évidemment, on le voit dans un rapport, les femmes et l'enfant subissent encore l'influence du prêtre, se réjouissent les pères de famille catholiques, et grâce à ces deux êtres privilégiés, malgré toutes les lois de laïcisation, les foyers restent chrétiens. Donc, il y a une entreprise qui est simplement tout ça, un plan maçonnique et socialiste pour détruire la vertu des femmes et soustraire les femmes à l'emprise de l'Église. Ce qui n'est pas complètement infondé d'une certaine manière, dans la mesure où dès la loi Camille C, par exemple, on a bien vu des attaques du même genre. On disait qu'on peut dépraver les filles en les envoyant dans l'enseignement secondaire, et Camille C lui-même disait que à l'Assemblée qu'il fallait, si l'homme était républicain et la femme sous emprise cléricale, on avait une famille qui était fondée sur un divorce, donc effectivement, il y a bien une volonté républicaine d'émanciper les femmes. Bon, je passe vite là-dessus. Pour les défenseurs de la coéducation ne conduit pas du tout à une précocité sexuelle, pas du tout. Au contraire, Marguerite Bodin, l'auteur des surprises de l'école mixte, explique au contraire que c'est l'éducation séparatiste qui fait naître le sentiment du sexe, et dans la coéducation, la pensée du sexe s'atténue, disparaît même. Bon. L'enfance n'est que pureté, innocence, alors que le régime séparatiste, on l'a vu, est curiosité malsaine. Alors, on voit que la coéducation est souvent présentée comme un retour à l'innocence. Hein. Autrement dit, s'il faut préférer une vie scolaire commune entre garçons et filles, c'est pour les bénéfices moraux qu'elle procure. Bon, je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, le deuxième problème important, c'est le risque de confusion des sexes. Parce que les principales craintes des adversaires de la coéducation, c'est qu'elle conduise à une atténuation des différences et des caractéristiques jugées propres à chaque sexe, et qu'elle conduise par exemple, et en particulier, à une masculinisation des filles. On va s'interroger sur ce que ça peut signifier.
Alors évidemment, il y a dans la coéducation une idée d'équilibration, d'harmonisation, d'échange, d'aptitude. Par exemple, Paul Robin, en 1892, Paul Robin qui est quand même un des grands théoriciens de la coéducation, dit le rapprochement des enfants des deux sexes à l'école, comme dans la famille, adoucit les contrastes, les harmonise, les corrige l'un par rapport à l'autre. Mais on voit bien que les militants de la coéducation, et les féministes en particulier, sont partagés. En particulier, on voit au Congrès de Lille deux orientations argumentatives, me semble-t-il, si on rentre bien dans les détails. Il y a une première orientation qui consiste à dire qu'effectivement la coéducation est là pour atténuer les différences, il manque un S à différence. C'est-à-dire, je cite les échanges qui ont lieu, faire profiter à chacun des deux sexes de facultés ou aptitudes qu'il ne possède pas. Il faut que chaque sexe conquiert les qualités de l'autre. Hein. Et puis, il y a aussi, mais par les mêmes acteurs, hein, Lydie Martial, Marguerite Baudin, François Bernard et d'autres, une deuxième position qui est défendue, c'est qu'il faut que la coéducation contribue à affirmer les différences également. Hein. Nous ne devons faire ni des êtres mixtes, ni des êtres sans originalité. Et même, ça c'est Lydie Martial qui le dit, et même Marguerite Baudin dit qu'au fond, la coéducation va avoir pour effet de révéler des différences qui avaient été finalement empêchées par le régime séparatiste, mais qui sont voulues par la nature. Donc on pourrait avoir l'impression qu'il y a une divergence, voire même une contradiction dans les argumentations des acteurs. Bon, je ne vais pas pouvoir développer ça très longuement, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure tout le mouvement de défense de la coéducation est un peu partagé. Hein. On peut trouver, par exemple, sur un autre plan, dans le rapport Buisson, lorsqu'il revient de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, cet argument, contrairement à toutes les craintes, le plus sûr effet de cette éducation en commun avec les jeunes garçons est d'inspirer aux jeunes filles, au lieu d'être pédants ou hardis, une modestie, une réserve, une tenue toute féminine. Ce qui veut dire qu'ici, on affirme que la femme va être réaffirmée dans sa féminité par la coéducation, alors que d'autres militants vont au contraire avoir une position divergente. J'en donne deux exemples majeurs, hein, Marguerite Martin et Marguerite Baudin, qui disent au contraire que ce qu'on peut espérer, c'est que les filles deviendront moins timides, plus énergiques, et nous les verrons se fortifier et se viriliser. Madeleine Pelletier dit également que les mères ne doivent pas couver les filles, que la littérature en particulier, c'est l'exemple qu'elle donne, doit contribuer à viriliser le caractère des petites filles. Alors on voit bien ici qu'il y a deux orientations pour justifier la coéducation qui peuvent être contradictoires à certains moments. On a, dans les derniers arguments de Marguerite Martin et Madeleine Pelletier, on a quand même quelque chose qui est un refus du stéréotype féminin d'un côté, mais on a une valorisation implicite du masculin comme référent universel de l'autre, pour reprendre une formule de Geneviève Fraisse. Hein. Donc c'est un peu ambivalent. Hein. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Quel rôle joue l'influence réciproque du masculin et du féminin dans le contexte de l'éducation pacifiste, notamment après la Première Guerre mondiale? Je ne suis pas sûr que je vais répondre complètement à cette question, mais je vais donner quelques pistes. Bon, il faut partir du fait que le féminisme, enfin, au moins certains courants féministes, ont embrassé la cause pacifiste de façon majeure. Et j'en prends un seul exemple, le Congrès mondial de Rouen en 1903 rappelle, mais ça sera dit par beaucoup d'associations qui sont multiples à ce moment-là, que c'est à la femme qu'incombe la haute mission d'une humanité pacifique, puisque c'est son rôle d'éducatrice naturelle qui lui met en main des moyens infaillibles pour instaurer la paix mondiale. Donc la femme est porteuse de la paix mondiale, c'est évidemment pas l'homme apparemment, et la mère doit combattre chez ses filles l'amour du panache et du prestige militaire, je donne ces deux autres exemples, et surtout proscrire le jouet militariste. Alors je donne simplement quelques pistes ici, parce que je ne suis pas sûr d'avoir abouti complètement à confirmer cette continuité entre la coéducation et l'éducation pacifiste, mais je prends trois sources différentes, dans le contexte genevois en particulier,
pour montrer qu'on s'est intéressé à l'impact de la guerre, d'une part, sur les représentations des enfants à l'égard de la guerre, et puis sur la façon dont on concevait les valeurs que l'éducation pacifiste devait promouvoir. Alors très rapidement, hein, puisqu'il me reste peu de temps, mais Alice Dequeux, donc, qui était une institutrice mais aussi enseignante à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, avait fait un rapport, une enquête en 1920-1921 sur le bellicisme enfantin, et je cite très rapidement, elle voit que certains garçons sont complètement engagés dans la cause belliciste, hein, juste au sortir de la guerre d'ailleurs. Hein. Je ne lis pas, ce garçon dit qu'il aura plaisir à faire, il y en a un qui dit qu'il aura plaisir à faire la guerre, il pourra prendre le fusil, il va tuer le boche ou le bolchevisme, etc. Mais il sera quand même gentil avec ses camarades, donc il y a des valeurs qui passent ailleurs. Et d'ailleurs, Alice Dequeux analyse longuement ces témoignages, mais elle constate aussi que concernant les filles, majoritairement, évidemment, elles sont accablées par la guerre et elle donne une description extrêmement négative de la guerre. Bon, ça va un peu de soi. Deuxième source, ce sont les ligues de bonté. Alors, les ligues de bonté sont créées avant 1914 et elles développent l'idée qu'il faut évidemment œuvrer. Elles viennent de plusieurs sources. Léon Bourgeois la dirige à un moment donné, la ligue de bonté. L'idée, c'est qu'il faut changer le cœur de l'homme. Et l'une des démarches pédagogiques, si on peut dire, c'est de demander aux enfants de se lever le matin en se demandant quelle bonne action ils pourraient faire dans la journée. Alors, il y a des petits fascicules qui existent et j'ai mis cette illustration dans une exposition que nous avons réalisée à Genève sur l'éducation à la paix. Et à chaque fois que je faisais les visites, je disais, il y a une petite fille sur son lit qui se demande le matin quelle bonne action elle pourra faire dans la journée. Et un jour, il n'y avait que des femmes ce jour-là d'ailleurs, elle me dit, mais c'est pas une petite fille. Ça peut pas être une petite fille parce qu'elle a un pantalon trop court, enfin, c'est pas une petite fille. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas là un enfant, simplement. Mais je soulève simplement la question parce que je n'ai pas de réponse. Hein. Voilà. Alors peut-être j'aurais pas dû la montrer tout de suite, mais c'est pas grave, je continue. Je la remontrerai après si vous voulez. Les ligues de bonté donc, invitent les enfants à témoigner de leur engagement. Alors que font les garçons? On a quelques petits billets qui sont sélectionnés dans des bulletins. Et il y a un garçon qui était très violent, vous n'arrivez peut-être pas à lire. Et grâce à la ligue de bonté, quand il sent qu'il va se mettre en colère, il pense à la ligue de bonté, il devient tout rouge et c'est tout. Donc ça s'arrête là. Donc c'est la violence. La ligue de bonté parvient à empêcher la violence des garçons. Et un garçon dit, si tout le monde faisait partie de la ligue de bonté, on ne se battrait plus. Et par contre, les filles, elles disent, je ne bavarderai plus, je ne serai plus menteuse, etc. Je vais vite là-dessus parce que ce qui m'importe, c'est simplement de montrer qu'il y a une ambivalence des valeurs, c'est-à-dire que la ligue de bonté se donne pour but de convertir les plus rebelles au féminin et les plus cruels au masculin en des modèles de discipline et de douceur. Donc il s'agit bien que les garçons deviennent doux. Mais le problème, c'est que ça ne passe pas auprès de tous les acteurs de l'éducation, ça. Notamment, et je finis là-dessus, il faudrait parler ici du livre de Pierre Beauvais sur l'instinct, sur l'agressivité, mais justement, un acteur important dans le contexte genevois qui, à un moment donné, dirige la revue L'Éducateur, comment les vœux des pacifistes, il dit, les nombreux pacifistes espèrent, en proscrivant tout échange de coups entre les écoliers formés plus sûrement pour l'avenir des générations dépourvues d'agressivité. Je ne suis pas d'avis de condamner à interdire tout échange de coups entre les enfants. Et pourquoi? On le devine. On croit que la nation suisse, c'est d'abord une nation qui veut se défendre. Hein. L'éducation civique, et en particulier l'éducation civique suisse, ne doit pas renier ce que nous avons dans le sang de militaires et de guerriers. Donc, le pacifisme, l'éducation pacifiste, n'a pas été complètement capable de porter jusqu'au bout l'idée qui était celle au cœur de la coéducation d'un équilibrage des qualités propres, supposées propres à chacun des sexes, et en particulier cet équilibrage allant vers la douceur, l'harmonie, l'équilibre, etc. Et donc, Albert Chessex, dans l'Éducateur en 1918, écrit que
l'école populaire suisse va-t-elle assister, muette et impuissante, à cette tentative de désagrégation de la patrie? Non, certes, le premier devoir de l'école suisse, c'est de faire que la Suisse existe, donc il faut former, évidemment. Il faut quand même maintenir le bellicisme au cœur de l'école, hein, et le bellicisme des garçons, parce que le pacifisme des filles, on en veut bien. Voilà, je m'arrête.